Donc, comme l'a dit Anne-Marie, hein, ce soir, l'idée, c'est de vous parler surtout de voyages et d'expéditions et un tout petit peu de science, parce qu'on est quand même dans un laboratoire scientifique. Et donc, le prétexte, c'est l'exposition qui est sur le parvis du glacier à l'Oasis. Donc, je vais commencer par, avant de parler des expéditions scientifiques, par parler de voyage. Et pour démarrer, je vous propose ce premier voyage, en fait. Alors, ça représente une tablette d'argile mésopotamienne. Donc, c'est le début de l'écriture. Ça se situe avant Jésus-Christ, hein, 750-500. C'est une tablette qui a été découverte au 19e siècle. Et pourquoi je vous la montre? Eh bien, c'est parce qu'elle représente une carte. Alors, ce n'est pas évident au premier abord, mais ce que vous voyez là au centre, c'est une carte avec, eh bien évidemment, ce qu'ils ont mis sur la carte, c'est Babylone, c'est-à-dire le centre de leur monde. Et puis le grand fleuve, l'Euphrate, hein, qui s'écoule des montagnes là, du nord jusqu'au marais du sud et qui est symbolisé ici. Et puis, ils ont cerné leur monde, en fait, par ces cercles qui l'entourent. C'est la mer, et la mer Salée. Donc, entre autres, pour eux, probablement la Méditerranée, et puis un petit peu la mer Rouge. Mais ce qui est surtout très intéressant dans cette carte, donc en fait, c'est la première carte qui existe, parce qu'avant, il n'y avait pas d'écriture. Et donc, c'est la première carte qui existe. Et ce qui est intéressant, c'est que au-delà de ce monde qui est leur monde, ils ont également ajouté sur la carte, à l'extérieur de la mer Salée, des triangles qu'ils appellent des îles, et ils en ont mis 7. Et en fait, ça représente le monde qui n'est pas connu, et donc, mais qui est déjà dans leur tête. Ça veut dire que au-delà du monde connu, il y a un monde inconnu, et c'est la destination forcément de voyages et d'expéditions. Donc, dès que les cartes ont existé, ces mondes inconnus ont existé. On peut aller ensuite un peu plus loin dans le temps. Donc là, on a fait quand même un bond de quelques siècles. C'est une carte qui est faite par un géographe arabo-musulman. Alors, elle a été commandée par un Normand, hein, un roi qui s'appelait Roger II. Et alors, on a un peu du mal à s'y retrouver sur cette carte, d'abord parce que à cette époque, en tout cas, le monde musulman mettait le sud en haut. Donc, évidemment, on peut la retourner et mettre déjà le nord en haut, ça nous aide. Et en plus, l'est et l'ouest n'étaient pas non plus dans le sens conventionnel qu'on utilise. Donc, si je la retourne à nouveau, on obtient ça. Et là, on commence à s'y reconnaître avec la Méditerranée, l'Arabie, le bord de l'Afrique, l'Asie et puis l'Europe ici. Et à nouveau, sur cette carte, figure dans toute la partie sud ici, une très grande zone qui est supposée. Et donc là aussi, le monde inconnu à cette époque-là. Donc ça, c'est une vision arabo-musulmane. Toutes les civilisations, en fait, ont voyagé pour décrire leur environnement. Et ça, c'est un troisième exemple. Alors là, évidemment, on n'y comprend absolument rien, parce que c'est une carte chinoise. Elle a été publiée au XVIIe siècle, mais en fait, elle est basée sur des données qui dataient de 2 siècles et de très grandes expéditions chinoises autour de la période du XVe siècle. Bon, c'est issu d'un livre, et la légende dit que ça, c'est l'Inde, ça, c'est le Sri Lanka, donc on va les croire. Mais l'autre point qui est très intéressant, c'est que pour faire ces voyages, par exemple, les Chinois utilisaient pas des barcasses. Voilà le genre de bateau qu'ils utilisaient, c'est des jonques avec une dizaine de mâts et qui faisaient environ 90 mètres. Donc les ancêtres, en quelque sorte, des porte-conteneurs des routes de la soie. Donc tout ça pour dire que le monde a toujours été cartographié avec les connaissances de l'époque et qu'on y ajoutait toujours la terre inconnue. Pour revenir à l'Europe et à cette période du XVIIe siècle, XVIIe, XVIIIe siècle, en Europe aussi, les voyages se sont dessinés avec deux objectifs, la découverte et le commerce. Et chaque grande nation européenne à l'époque développe ce qu'ils appellent sa compagnie des Indes
qui a pour but d'aller faire du commerce, essentiellement, effectivement, avec l'Indonésie, notamment pour les épices et des tas d'autres valeurs ajoutées. C'est aussi à cette époque-là qu'on découvre évidemment le continent américain. Et donc, au XVIIe siècle, on a une bonne idée du monde connu. Il reste cependant une grande inconnue, celle qui était déjà mentionnée dès le début dans les cartes et qu'on peut revoir sur cette carte-là, où on trouve tout le monde connu ici. Et puis là, le cartographe a dessiné dans la partie sud un immense continent qui est ce qu'ils appellent la terra incognita, donc la terre inconnue, donc une terre qui est supposée, mais qui reste à découvrir. Alors elle est supposée sur un argument qui est intéressant. En fait, c'est que si on regarde l'hémisphère nord et qu'on les surfaces occupées par les continents, et si on regarde l'hémisphère sud et la surface occupée par les continents qui sont connus, il y a une très très grosse disproportion. Et donc l'idée du géographe, elle est simple, c'est que si on veut que la Terre, qui est une boule, soit bien équilibrée, eh bien il y a intérêt à mettre un gros continent dans la partie sud. C'est assez convaincant et en tout cas c'est assez stimulant pour aller voir si ce continent réellement existe. Et eh bien pour faire ça, les nations, les grandes nations maritimes se sont lancées dans cette recherche. Alors ceux qui ont un petit peu mené le bal, ce sont d'une certaine façon les Français et les Anglais, comme d'habitude je dirais, à cette époque-là. En France, il y avait eu quelques voyages qui s'étaient aventurés un petit peu dans ce qu'on va appeler les mers australes du côtier des 40e, et notamment Marion Dufresne, qui a découvert les îles Marion et les îles Crozet, mais qui est resté aux environs d'une latitude de 40 degrés sud, et donc qui n'est pas allé non plus à la recherche du continent austral. Et donc le premier à avoir été vraiment mandaté, parce que c'était mandat par le roi de l'époque, c'est Yves-Joseph de Kerguelen de Trémarec, connu sous le nom de Kerguelen. Bref, donc c'est un noble normand, breton, pardon. Wow. Quel lapsus, pour moi qui suis breton, c'est horrible. Et donc, il a été mandaté pour aller découvrir ce continent et le conquérir, évidemment, en prendre possession. Il a donc réalisé un voyage avec 2 bateaux, la Fortune et le Gros Ventre. Et alors, vous voyez sur cette carte, là, vous reconnaissez peut-être Madagascar. Et puis là, il y a 2 petites îles. Aujourd'hui, on les appelle l'île de la Réunion et l'île Maurice. À l'époque, ça s'appelait l'île Bourbon, l'île de France. Et donc, il est parti de l'île de France et il est descendu. Il n'a pas fait compliqué. Il a dit, le continent il est au sud, moi, je vais au sud. Et donc, il est descendu au sud. Ici, il y a la limite des 40e, donc ce qu'on appelle, on rentre dans l'océan austral. Et puis ici, sur la carte, il y a toute une zone qui est grisée. Et si vous ne pouvez pas lire la légende, mais vous pouvez me croire, c'est marqué bande brume. Et donc, toute cette zone est une zone dans laquelle régnait de la brume, des vents qu'on connaît aujourd'hui comme les 40e rugissants. Et dans cette région, il a fini par apercevoir une terre qu'il a appelée la France australe. Et il en a fait un petit dessin, son cartographe. Ils se sont approchés de la terre, ils ont pu dessiner la côte et dessiner une baie dans laquelle ils ont, dans des conditions relativement difficiles, pu accoster pour prendre possession. Cette baie s'appelle l'Anse du Gros Ventre, à Kerguelen, parce que le 2e bateau de Kerguelen, c'était le Gros Ventre. Les conditions étaient assez épouvantables, ils y sont restés très peu de temps. C'était tellement mauvais que les 2 bateaux se sont perdus. Kerguelen est rentré en France, alors que les consignes étaient d'aller vers l'Australie, ce qu'a fait le 2e bateau. Ce qui fait que les 2 bateaux se sont séparés. Ça, c'est l'année dernière sur l'écran de navigation du Marion Dufresne, et le Marion Dufresne est là. Et ça, ce que vous voyez, c'est la côte sud de Kerguelen. Eh bien, on passe exactement là où Marion Dufresne est passé quand il a découvert l'île. Et probablement, il a vu quelque chose dans ce genre-là.
Ici, on est à la passerelle du Marion-Dufresne. Et ce qu'on voit là, bah, c'est la côte de Kerguelen quand on approche du côté de l'endroit où il est accosté. C'est-à-dire, on voit à peu près rien, une espèce de bande de roches noyée dans les nuages. Encore là, il faisait un temps relativement correct. Et donc, c'est dans ces conditions-là, en fait, qu'il a découvert l'île et qu'il est revenu en France en criant au miracle et à la terre pleine de richesses. Ça, c'est la vue actuelle de Kerguelen. Juste pour resituer un petit peu, si vous regardez là, la carte, on semble être orienté plutôt vers le sud. En fait, cette carte est fausse, ce qui, on ne va pas lui reprocher. Et le point où il a débarqué se situe là, donc complètement au sud de Kerguelen, à l'anse du Gros-Ventre, dans une zone qui est probablement une des pires zones de Kerguelen pour débarquer, parce qu'elle est absolument pas protégée, totalement exposée à la houle d'ouest et du sud, qui est permanente dans cette région. Donc Kerguelen a découvert cette île, il est rentré en France, il a fait la publicité, si je peux dire, et donc grossièrement, il a été mandaté pour y retourner. Et donc il a fait un deuxième voyage, donc ça c'était en 1772, il a fait un deuxième voyage 2 ans après, en 1774, et cette fois-ci, il a atterri complètement au nord de l'île, dans une baie qui s'est appelée la baie de l'Oiseau, parce que cette fois-ci, les deux bateaux, c'était le Roland et l'Oiseau. Et donc, c'est le nom d'un des deux bateaux. Donc ça, c'est les deux points où Kerguelen a débarqué. Même chose qu'ici, il y est resté extrêmement peu. Il était très pressé de partir pour aller faire du business à Madagascar, ce business qui n'était pas très clair et qui lui a coûté relativement cher quand il est revenu, puisqu'il a été emprisonné, jugé et emprisonné. Ça, c'est le côté français. Les Anglais sont jamais très loin, et ils n'étaient pas très loin. Et donc, en fait, James Cook, qui est probablement le plus grand découvreur de l'histoire maritime, a été à Kerguelen, était dans les parages pas très longtemps après, et il est arrivé à Kerguelen en 1776, donc 2 ans après la deuxième visite de Kerguelen, et il est allé là où Kerguelen était allé la deuxième fois, dans la baie de l'Oiseau, et là vous avez un dessin de cette baie, qui est en fait une baie absolument, une des plus belles baies probablement de Kerguelen, avec cette baie très profonde où on peut ancrer. Elle est entre deux grosses falaises et au fond, bon, il y a une colline assez plate et donc c'est un endroit vraiment très joli, très protégé. Et dans le fond du dessin, ici, vous voyez quelque chose qui est remarquable. En fait, il existait une arche extrêmement haute, hein, plus haute que l'Arc de Triomphe, une arche de basalte. Ça, c'est un autre dessin, mais toujours de la même expédition. Et je vous le montre parce qu'en fait, il s'agit d'une transition. On voit les bateaux, le paysage, mais là, on voit quelqu'un, un marin, muni d'un bâton, et manifestement, il est occupé à une chose très simple, c'est les manchots, eh bien, de les assommer et de faire de même d'ailleurs avec les éléphants de mer. Et donc, ces animaux qui n'avaient jamais vu un humain depuis qu'ils étaient sur cette île, évidemment, se sont fait très facilement massacrer. Alors, ce n'était pas le massacre, mais c'était le signe que les hommes allaient débarquer. Et les premières victimes de ça ont été ces animaux qu'on peut voir aujourd'hui à Kerguelen. Ça, c'est des photos prises à Kerguelen. Ce sont des otaries à fourrure. Donc là, vous voyez la famille, ça c'est le mâle, et puis 2 femelles. C'est une femelle dans de la végétation typique de Kerguelen. Et eh bien, ces animaux, en fait, les premiers chasseurs qui avaient entendu parler de cette nouvelle île, ils sont arrivés en 1799, c'est-à-dire seulement une vingtaine d'années après la découverte de l'île. Des chasseurs qui venaient de la côte est du continent américain, nord-américain, ont débarqué à Kerguelen pour faire de la chasse. L'information circulait quand même relativement bien et relativement vite pour cette époque. Et donc, ça a été il y avait 4 bateaux.
À Kerguelen, si vous regardez la cartographie, vous retrouvez des noms de ces bateaux, hein. Il y a par exemple le Chenal du Hunter et plusieurs noms qui datent de cette époque. Et la conséquence de ça, c'est qu'ils n'ont pas été tout seuls et que s'en est suivi environ une cinquantaine de campagnes avec une trentaine de navires sur grossièrement, on va dire, 40 ans pour chasser l'otarie à fourrure. La raison, c'est que c'était un commerce extrêmement lucratif. Les peaux étaient essentiellement vendus en Chine, à Canton. Et on peut estimer à l'heure actuelle que la quasi-totalité de la population des otaries a été éradiquée pendant cette durée-là, ce qui représente probablement environ 200 000 individus qui ont été éliminés. La dernière campagne de chasse, il y a des rapports, hein, des campagnes de chasse, pour vous dire à quel point la population était éradiquée, ils en ont trouvé que 4 à tuer. Donc, plus d'otaries. Ah, bon, peu importe, il y a d'autres cibles pour la chasse. Et donc, ils se sont retournés vers les grands phoques. Donc, les plus grands phoques qui existent, hein, ce sont les éléphants de mer. Ça, c'est un mâle, hein, donc ça peut faire plus d'une tonne. Les femelles sont beaucoup plus petites, mais ils sont aussi extrêmement nombreux à Kerguelen. Et pourquoi chasser les éléphants de mer? Tout simplement parce qu'un éléphant de mer, c'est juste du gras. C'est que du gras. Et donc, avec la graisse, eh bien, vous pouvez brûler la graisse pour notamment faire de l'éclairage. Il y a un autre mammifère marin qui est également très gras et qui a été chassé dans cette région pour la même raison, c'est la baleine. Et donc, sur ces périodes-là, eh bien, donc c'est en quelque sorte les 30-40 ans qui suivent, eh bien, ce sont des phoquiers et des baleiniers. Alors, les chasseurs de fourrure, c'était plutôt les Anglais. Les phoquiers et les baleiniers, c'était plutôt majoritairement des Américains. Et ils ont, quand même, sur cette période-là, réussi à décimer environ 300 000 éléphants de mer et quelques centaines de baleines, ce qui représente des stocks, enfin pour les éléphants de mer, c'est des stocks énormes par rapport aux populations. Donc là aussi, on arrive à des phases où les populations sont quasiment éradiquées. Alors, je vous ai parlé, il dit à Kerguelen, il y a les Anglais, il y a les Américains, mais c'est quoi ce truc? C'est français quand même. Je veux dire, Kerguelen, il a mis le drapeau. Donc, à un moment, le gouvernement français s'est probablement un petit peu réveillé et s'est dit, mais ça, c'est à nous, Kerguelen. Pourquoi c'est les autres qui chassent, qui utilisent les richesses? Et donc, en 1893, donc fin du 19e, la France renvoie à Kerguelen un bâtiment, l'Aviso, qui s'appelle l'Eure, à nouveau en baie de l'Oiseau. Donc vous reconnaissez toujours l'arche, elle est toujours debout, 1893. Et ils reviennent à Kerguelen pour reprendre possession de l'île. Et donc ils déposent une plaque, alors elle était, je dois dire, sur l'autre rive, parce que cette plaque de prise de possession, depuis, a été volée. Donc, si vous la voyez sur Internet, quelque part, en vente ou sur eBay, voilà, vous savez que c'est la plaque qui était là et qu'elle n'est plus là. Bon, c'est un peu triste, mais c'est comme ça. Et donc, l'idée du gouvernement français, c'est de reprendre possession de Kerguelen et de dire, ça c'est français et c'est nous qui l'exploitons. Et donc, ils ont confié l'exploitation des ressources de Kerguelen à 2 frères, les Bossière, pour faire le business. Alors, ce n'était pas philanthropique, hein. C'était pour continuer le business et notamment continuer le business sur les baleines. Et donc a été créé Port Jeanne d'Arc. C'est une station baleinière située dans le golfe du Morbihan, donc dans la partie est de Kerguelen. Et là, vous voyez des photos qui datent du début du XXe siècle, hein, 1910, avec la station baleinière et puis la baleine est en train d'être dépecée sur le site. Alors cette activité a eu une durée de vie assez limitée, environ jusque dans les années 20, tout simplement parce que en fait, la graisse de baleine, tout comme la graisse des éléphants de mer,
n'était plus une valeur, puisque on arrivait à éclairer les grandes villes américaines et européennes avec du gaz et plus avec de la graisse. Et donc, grâce au gaz, qui nous cause un autre problème à l'heure actuelle, au moins, on a arrêté, pour une grande part, de massacrer les baleines. La station baleinière, du coup, est tombée un peu en désuétude. Ça, c'est une image qui doit remonter aux années 80, due à Guy Duhamel, où on voit que tous les bâtiments sont écroulés, il reste les barcasses, enfin tout. Et ça, c'est une image relativement récente. Vous voyez que deux habitations ont été rénovées par les terres australes et antarctiques françaises au titre du patrimoine, en quelque sorte. Elles servent un peu de mémoire et aussi elles servent évidemment d'abri pour les expéditions scientifiques qui se conduisent dans ce coin de l'île. Donc ça, c'est en fait un petit peu, c'est pas la fin de l'exploitation des ressources et je vais pas vous parler de la ressource suivante qui est la pêche parce que ça emmènerait trop loin. Mais j'étais en fait passé du voyage à l'exploitation. Alors je vais et à nouveau à Kerguelen et son deuxième voyage. Et à bord du bateau, il y avait un personnage qui s'appelait Jean-Guillaume Bruguière. Et en fait, c'était un naturaliste. Et il avait été mandaté par l'Académie des sciences pour faire des études naturalistes, ce qu'on appelle, c'est-à-dire des observations de faune, de flore. Et donc, c'est le premier naturaliste français, tout court même, à avoir travaillé à Kerguelen. Alors, il n'est pas rentré dans l'histoire, il était, comment dire, c'était un collègue de Lamarck qui, lui, a laissé sa trace. Mais lui a un petit peu disparu. Il était spécialiste des vers et des mollusques à coquilles. Donc, ça veut dire quand même que tous ces voyages de découverte, d'exploitation, il y avait toujours un volet naturaliste plus ou moins marqué. Mais à partir d'un certain moment, on a pris une autre direction pour ces voyages, et c'est celui de considérer qu'il fallait faire des voyages juste pour la science. Et le premier grand voyage océanographique scientifique, c'est celui d'un navire anglais qui s'appelle le Challenger. Donc vous le voyez là, donc c'est un bateau essentiellement à voile, mais équipé d'une cheminée et d'un moteur, pas tant pour le propulser, mais que pour le maintenir un petit peu en position pendant qu'il allait faire ses opérations scientifiques. Et il était mandaté, l'expédition du Challenger était dédiée à un objectif scientifique bien précis. À l'époque, on pensait que la vie dans les océans, c'était la vie en surface, dans la couche éclairée, ou dans les quelques centaines de mètres. Mais que les océans, qu'on savait profonds, de plusieurs milliers de mètres, il n'y avait aucune vie. L'objectif du Challenger, c'était de montrer que cette hypothèse était fausse. Et donc, ils ont fait une campagne océanographique de 4 années autour du monde pour démontrer, pour aller collecter des échantillons à plusieurs milliers de mètres. Et effectivement, ils ont montré qu'il y avait beaucoup d'organismes vivants. Alors, ils étaient équipés de manière, alors à l'époque moderne. Maintenant, on peut juger rudimentaire. Je vais ici faire sur 2-3 diapos un parallèle entre le Challenger et ce qu'on fait maintenant. Donc ça, par exemple, c'était leur système de prélèvement d'eau à bord du bateau. Et là, c'est une photo d'expédition. Voilà ce qu'on utilise maintenant pour faire les prélèvements d'eau. Donc, une série de 24 bouteilles montées sur des grands cercles et qui permettent de descendre les bouteilles à également 6000 mètres et de remonter plein d'échantillons. C'est bardé de capteurs. Mais l'idée reste strictement la même. À bord du Challenger, il y avait des laboratoires, c'est-à-dire qu'on remontait les échantillons, il fallait pouvoir les traiter. Exactement comme on a des laboratoires dans les bâtiments, ils avaient construit des laboratoires à bord du Challenger. Ça, c'est le laboratoire de chimie, donc on distingue les différentes bouteilles, ouais, la fenêtre est même ouverte sur le.
On peut juste comparer avec un laboratoire actuel. Bon, ça, c'est une photo qui est prise sur le Marion Dufresne. J'ai pris celle-là parce qu'il y avait aussi la fenêtre. Alors, on n'a pas le droit de l'ouvrir sur le Marion Dufresne. Et vous voyez que ben, voilà, c'est un petit peu différent, mais pas tellement différent. Vous avez toujours... Alors, nous, on a des appareils, évidemment, mais globalement, c'est la même idée de fonctionnement des prélèvements, des analyses derrière faites immédiatement ou le conditionnement des échantillons fait dans un laboratoire. Alors, le Challenger, au cours de sa grande expédition de 4 ans, est passé à Kerguelen, évidemment. Et là, vous avez la carte qu'il a fait avec les prélèvements autour de Kerguelen. Donc là, si vous reconnaissez tout à l'heure, c'est la baie de l'Oiseau. Maintenant, la base Port-au-Français, c'est ici. Le port baleinier était ici. Et donc ça, vous voyez, c'est les trajectoires, les sites où le bateau a échantillonné. Ça, c'est une photo, évidemment, du Challenger dans la baie de l'Oiseau, donc le Challenger avec toujours l'arche. Et là, vous voyez bien cette très jolie baie. Et puis, il a été aussi immortalisé dans des peintures. Donc là, on ne la voit pas très bien. C'est quelque chose qui est prêt ici. Et donc, le cap qui se trouve là s'appelle maintenant le cap Challenger. Et ce qu'on voit dans l'arrière-plan ici, c'est le glacier du Mont Ross, enfin, je vous en parlais tout à l'heure, mais qui n'est plus vraiment un glacier. Donc, ça, c'était la grande expédition du Challenger, mais qui est passée à Kerguelen et qui a donc qui était la première expédition scientifique à Kerguelen. Alors, je vais faire maintenant un bond assez grand dans le temps pour arriver à l'époque contemporaine et refocaliser un petit peu sur Banyuls, c'est le laboratoire Arago. Et le laboratoire Arago, alors Arago, comme il est partout, hein, il est forcément à Kerguelen. Et j'ai oublié de mettre l'image, mais ici, il y a un glacier qui s'appelle le glacier Arago, à Kerguelen. Mais ce dont je voulais parler, c'est qu'il y a toujours eu un lien fort entre les études scientifiques à Kerguelen et le laboratoire Arago. Et, ah pardon, j'ai oublié celle-là, importante. C'était la dernière image de la comparaison. Ça, c'est l'équipage scientifique sur le Challenger. Donc, vous voyez, il y avait quand même déjà pas mal de scientifiques à bord, hein, puisque le bateau était dédié à ça. Et je voulais juste la comparer avec, ça c'est 1800, et ça c'est l'image de la campagne Marco Océan qui est associée à l'expédition. C'est sur le Marion Dufresne et c'est en 2024. Alors vous pouvez vous amuser au jeu de la comparaison entre ces deux images. Il y a, bon, il y a plusieurs choses qui frappent, hormis le noir et blanc et la couleur. Il y a les équipements, c'est évident. Et puis surtout, il y a des femmes. Et donc, on a quand même un petit peu progressé. Et puis, si vous pouvez faire la proportion, on n'est pas loin de la parité quand même, hein. Donc, c'est pas mal. Donc, de ce point de vue-là, on a progressé. Mais en termes de personnel, de masse embarquée pour faire les travaux, on en est à peu près au même niveau. Nous, on va travailler. Alors là, ce n'était pas une énorme campagne, on était une vingtaine. Au maximum, on y va à 50 sur le Marion Dufresne, hein. Donc, ce n'est pas non plus des très, très gros effectifs. Alors, ça, c'était pour dire que le Challenger faisait ses observations naturalistes. Donc là, ben, c'était pour montrer qu'ils ont bien trouvé de la vie dans les grands fonds. Et puis, un petit clin d'œil à Kerguelen quand même, avec une espèce emblématique de Kerguelen, le chou de Kerguelen. Ce chou, si vous allez à Kerguelen aujourd'hui, vous aurez du mal à en trouver. Il a quasiment disparu. Alors, c'est pas directement l'homme qui l'a éradiqué, qui l'a consommé, parce que franchement, il paraît que c'est pas bon. J'ai jamais goûté. Ça a des vertus antiscorbutiques, ça c'est clair, et c'est pour ça qu'il porte son nom latin de ce point de vue-là. Mais à Kerguelen, on n'en trouve quasiment plus. Ça, c'est une photo que j'ai faite en étant, par exemple, en marchant le long de la côte. Et vous voyez, là, il y a des jolis choux sur un rocher. Pourquoi ils sont sur les rochers qu'on n'en trouve plus sur la côte? Ben, c'est tout simplement qu'à Kerguelen, c'est les lapins qui ont mangé tous les choux. Et pourquoi il y a des lapins à Kerguelen? Eh ben parce qu'on a amené des lapins à Kerguelen pour pouvoir les manger. Alors, c'était il y a longtemps. Mais évidemment, ces jolies bestioles ne sont pas restées tranquillement dans leur clapier. Elles sont parties à Kerguelen un peu partout. Et maintenant, si vous vous promenez, c'est un grand mot, mais si vous marchez à Kerguelen,
hormis dans les zones très éloignées ou très élevées, il y a des lapins absolument partout. Donc, je reviens à la présence française et après avoir repris possession au début du 19e siècle, en 1949, l'État français a décidé qu'il fallait installer une base à Kerguelen et renforcer la présence. Et donc ça, c'est l'image, la première année, les premiers bâtiments. Alors, il y avait essentiellement des tentes pour installer la base permanente française dans un lieu qui s'appelle Port-au-Français. Et ça ressemble à ça aujourd'hui. Alors, ce n'est pas une base super sexy aujourd'hui. Voilà, vous voyez, c'est beaucoup de bâtiments préfabriqués, mais bon, c'est la base permanente de Kerguelen. C'est là où vous allez, quand vous allez en expédition à Kerguelen, en tout cas, c'est là que vous arrivez. Et c'est de là que vous partez pour faire des expéditions à l'intérieur des terres. Et sur cette base, il y a tout ce qu'il faut pour vivre, hein, un hôpital, un restaurant, des bâtiments, une poste, et j'en passe. Donc c'est quelque chose qui te permet de vivre à une communauté de quelques dizaines de personnes en autonomie. Donc pendant l'hiver, là actuellement, ils sont une trentaine ou plus peut-être. Et pendant l'été austral, quand nous on y va, en campagne d'été, il peut y avoir 50, 60, 70 personnes. Alors pas en même temps sur la base parce que les gens sont dispersés, mais c'est là que vivent les scientifiques et les personnels d'entretien de la base. Alors, je disais, le laboratoire Arago, j'y reviens à ce que j'ai commencé tout à l'heure, a toujours eu un lien particulier. Et là, c'est une photo tirée des archives du laboratoire. Vous voyez, elle date de 73-74 avec une équipe de scientifiques du laboratoire Arago qui conduisait des expéditions pendant l'été, donc pendant quelques mois, exactement comme on le fait aujourd'hui, pour étudier essentiellement la biologie marine à Kerguelen. Et là aussi, je compare un petit peu avec l'expédition d'aujourd'hui. Et ça, c'est l'expédition, une des expéditions de Margot, donc en 2020. Là, pareil, alors noir et blanc et couleur, et puis même constatation que tout à l'heure, on a quand même aussi progressé. Si vous comptez bien, il y a 2 hommes et 2 femmes. Donc aussi, donc ça c'est évidemment ici ils n'étaient pas équipés pour Kerguelen puisqu'ils c'était vous reconnaissez le laboratoire. Ça c'est une image devant un des glaciers en disparition de Kerguelen. Pour y aller, Kerguelen c'est loin et il n'y a pas d'aéroport. Port-au-Français a été mis au pire endroit de l'île pour construire pour une base dans l'idée d'y faire un aéroport qui n'a jamais été fait. Donc on est au pire endroit et il n'y a pas d'aéroport. Et pour y aller, il faut le bateau. Donc à l'époque des collègues de 73-74, c'était le Marion 1 et maintenant c'est le Marion 2. Ce n'est pas fondamentalement différent, hein, c'est le même type de bateau. Celui-ci est plus gros. C'est un bateau qui fait environ 120 mètres de long, hein, donc c'est un gros bateau. Là, il n'est pas devant Kerguelen, il est à Crozet devant l'île de l'Est. Et c'est un bateau qui est à la fois un cargo en quelque sorte, un transporteur de matériel et un bateau pour faire de la recherche océanographique. Donc on utilise ce bateau pour aller à Kerguelen. Et pourquoi il faut un gros bateau? C'est parce qu'on passe dans des régions qu'on appelle les 40e rugissants, les 50e hurlants, et qui sont caractérisées par des mers et des vents assez violents. Alors le maître des lieux, ça c'est une photo de l'exposition, c'est l'oiseau que vous voyez au centre ici, qui paraît bien petit. C'est un albatros, c'est le grand albatros, hein, hurleur. Et l'envergure de l'oiseau, là, c'est environ, allez, on va dire 3,50 m, 4 mètres. Donc, vous voyez, ça fait 4 mètres. Et ça, c'est les vagues derrière. Donc, ça vous donne une échelle de l'amplitude et de la vigueur des conditions météo. Dans l'océan austral, ça se fâche vraiment. Ça se fâche vraiment.
Et donc ça, c'est le Marion Dufresne. L'avant, le haut de la proue est à 11 mètres au-dessus de la surface, hein. Donc, dans la houle, ça peut être très impressionnant. Si, vous pouvez aller sur l'exposition, il y a cette photo et il y a un petit QR code. Vous prenez votre téléphone, vous vous asseyez d'abord et vous regardez le QR code. Donc, on traverse l'océan avec ça et on arrive à Kerguelen. Et donc, Kerguelen, il y a 1000 facettes. Je vais vous en montrer juste quelques-unes. Les plus emblématiques, évidemment, ce sont les manchots, avec les albatros que j'ai présentés juste avant. Mais à terre, on voit surtout des manchots. Ça, c'est le manchot royal qui est à Kerguelen. Et ils sont des milliers. Ça, c'est une vue de la grande manchotière de Ratmanov. Il y a 200 ou 300 000 couples qui nichent. Alors, ça fait beaucoup. Et la question qu'on peut se poser en termes de scientifiques, c'est OK, mais qu'est-ce qu'ils font là? Pourquoi il y a tant de manchots? Et si vous prenez les autres oiseaux, il y a plein d'autres oiseaux, et ils sont des milliers, des dizaines de milliers. Les mammifères marins, comme les éléphants de mer, qui ont récupéré, ils sont aussi des milliers. Les otaries, il y en a beaucoup. Donc tous ces animaux, ils ne vivent pas d'air pur et d'eau fraîche. Et donc, comment se fait-il qu'il y ait tant d'animaux sur l'île de Kerguelen? S'ils sont sur l'île, c'est pour se reproduire, parce qu'ils ont besoin d'une terre pour se reproduire. Mais ces animaux, ils se nourrissent en mer. Et ça, c'est le Kerguelen. Alors, c'est une photo assez rare, parce que Kerguelen, c'est souvent sous les nuages. Mais là, il se trouve qu'il y avait un satellite au moment où il y avait une trouée dans les nuages. Et donc là, vous voyez Kerguelen avec la calotte glaciaire. Et dans la zone qui est vraiment dégagée, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit la mer, c'est des vraies couleurs. Et on voit ici de l'eau qui est extrêmement verte dans le nord-est de Kerguelen. Et puis ici, par exemple, de l'eau qui est très, très bleue. Ce qui fait la différence entre le bleu et le vert, c'est le contenu de l'eau. Et en particulier, quand c'est vert, c'est parce qu'il y a plein de chlorophylle et donc plein de petits organismes qui ont cette chlorophylle, dont là, vous avez un exemple. Donc là, c'est quelques cellules de diatomées. Ça fait, la barre, là, ça fait 0,1 mm, 100 microns, donc c'est quand même assez grand. Et donc ça pullule dans les eaux qui sont vertes autour de Kerguelen. Ça, c'est le phytoplancton. Alors, ça fait de la photosynthèse, mais surtout, c'est ce qui sert de nourriture à tous les échelons trophiques suivants, le zooplancton, les petits poissons, et ça finit chez les grands prédateurs, donc les éléphants de mer, les oiseaux. Et donc la raison pour laquelle il y a de telles populations sur l'île de Kerguelen, c'est qu'il y a beaucoup à manger en mer autour de Kerguelen. Et c'est pour ça qu'on appelle ça un petit peu un oasis, parce que l'océan austral, en général, c'est un désert biologique, il est tout bleu. Alors on a travaillé depuis maintenant plus de 25 ans pour savoir sur cette oasis et de savoir pourquoi. On a compris maintenant, il y a déjà pas mal de temps, qu'en fait, s'il y avait cette oasis autour de Kerguelen, c'est parce qu'il y avait du fer qui arrivait dans l'eau. Alors, je n'ai pas le temps de vous raconter toute l'histoire dans le détail, mais grossièrement, pour que le phytoplancton pousse, il lui fait du fer. C'est comme nous. Et donc, autour de Kerguelen, il y en a. Et c'est ce qui fait pousser le phytoplancton. Et la question qu'on s'est posée et qu'on n'a toujours pas complètement résolue, c'est OK, il y en a, mais il vient d'où? Et la dernière idée qu'on teste, c'est que le fer vient de Kerguelen même, et en particulier du glacier. Alors, il y a un glacier à Kerguelen, une calotte glaciaire plutôt, et elle recouvre l'île. Et ce glacier, avec l'érosion, il entraîne de la roche, et cette roche est pleine de fer. Et on pense que ça, c'est ce qui nourrit en quelque sorte le phytoplancton. Le problème, c'est que le glacier est en train de disparaître rapidement. C'est le plus grand glacier français, et c'est le glacier qui fond plus vite que les glaciers alpins. À la fin du siècle, la calotte glaciaire de Kerguelen a disparu. Et donc, si c'est une source de fer, et que ça nourrit le phytoplancton, et que le phytoplancton nourrit les animaux, c'est quoi l'avenir de ça? C'est la question à laquelle on essaie de répondre dans le projet qui s'appelle Margot et qui est associé à l'exposition. Et donc, pour faire ça, on a fait des expéditions à Kerguelen. Donc ça, c'est les marches pour aller, les marches pour accéder au lac glaciaire quand on est sur Kerguelen. Ça, c'est un exemple d'échantillonnage. Donc derrière, vous voyez un lac, et puis là, des collègues qui sont en train
d'échantillonner l'eau, les bactéries, pour ramener ça et dans les laboratoires, faire les analyses. On a évidemment eu besoin aussi de travailler en mer, et donc on a utilisé le Marion Dufresne pour travailler au large, là où la mer est très mauvaise. Mais pour aller dans les baies, dans les toutes petites baies, les fjords, on a utilisé un beaucoup plus petit bateau qui s'appelle la Curieuse. Et pour faire tout ça, il faut passer de l'un à l'autre. Et donc là, vous avez un exemple des transferts. Donc ces photos qui appartiennent à l'exposition, l'idée, c'est pas d'aller dans le détail, c'est juste de vous donner, en fait, ou de donner aux visiteurs, voilà, le feeling un petit peu de ce que c'est à côté de la science que de participer à une expédition scientifique. Et ça, c'est deux autres photos qui sont prises à bord. Et donc là, c'est pareil, c'est l'idée qui est derrière, et on aime bien associer en fait cette activité de participer à des campagnes océanographiques à des mots comme la concentration, c'est un peu le cas là, ou l'engagement et la passion, parce que voilà, c'est pas tous les jours super confortable de travailler dans les conditions. Donc ça nécessite passion, engagement, mais voilà, on va dire il faut aimer ça. Mais c'est ce que les gens aussi vont chercher, ce qu'on va chercher au-delà des résultats scientifiques dans ces expéditions. Et j'en suis presque à la fin. Donc en fait, l'idée, je vous ai parlé de la fonte du glacier, du devenir, c'est un petit peu quel est le futur de tout ça. Et c'est un peu ce qu'illustre cette photo aussi de conclusion de l'exposition, c'est que le futur, il est relativement incertain. Il est incertain d'une certaine façon du point de vue scientifique, parce que nous, on n'a pas encore toutes les réponses, et donc le devenir de l'écosystème de Kerguelen est incertain. C'est sûr que c'est un environnement qui est vulnérable. Le fait qu'il soit loin et le protège peut-être un peu, mais c'est aussi le rend plus vulnérable. Donc, scientifiquement, on va essayer de produire les connaissances qui permettent de savoir un petit peu ce qui se passera sur cet environnement, même si on ne peut pas y faire grand-chose au futur, ou pas complètement. Mais les recherches qu'on fait à Kerguelen, elles sont essentiellement pilotées avant tout par la curiosité. Il n'y a rien à gagner pour l'État, enfin, ce n'est pas les grandes expéditions lucratives ou commerciales. Donc, ce qui pilote cette recherche, c'est avant tout la curiosité, la production de connaissances et l'envie de la partager. C'est ce qui est fait, enfin, c'est ce qu'on veut faire avec l'expo. Mais il y a quand même quelques nuages un petit peu au-dessus de nos têtes. Alors, je ne vais pas résister de vous en montrer un. La Curieuse. Vous voyez, c'est ce petit bateau, il est dans une des magnifiques baies de Kerguelen, et c'est lui qui nous a servi pendant 2 ans à faire le travail. Eh bien, cette année, la Curieuse n'ira pas à Kerguelen. Ça veut dire, elle n'ira pas à Kerguelen pour des raisons budgétaires. Il n'y a pas l'argent pour payer la Curieuse, l'équipage, le carburant à Kerguelen. Ça veut dire, il n'y a pas de Curieuse, il n'y a pas de projet de recherche. Les gens vont rester là, dans leur siège ou devant leur ordinateur. Alors nous, on est passé, on avait encore une petite partie du projet qui devait se faire, qui ne se fera pas. On a réussi à faire le gros et on est fort content. Mais ce genre de menace sur la recherche dans cette région est réel. Et c'est d'autant plus affligeant, si je peux dire, que on a appris, par exemple, que en 2026, pour la première fois depuis qu'il y a des expéditions à Kerguelen ou des voyages, il va y avoir un voyage touristique. C'est le Ponant, la compagnie du Ponant, le navire Charcot, qui va passer à Kerguelen. Bon, on pourrait se dire, why not, hein, c'est quand même une réserve marine. Nous, on doit remplir, pour prélever 3 litres d'eau, je ne vous dis pas le tas de papier qu'on doit remplir. Je ne vous parle pas des collègues qui travaillent sur les animaux. Donc, c'est extrêmement contrôlé, extrêmement réglementé. Vous ne vous baladez pas où vous voulez à Kerguelen.
c'est une réserve et il y a des zones extrêmement protégées. Mais ça, par contre, ça va être possible avec 200 et quelques passagers. Et c'est pas passager, c'est pas vous. Hein. Vous avez vu le prix de la cabine? C'est 50 000 euros par cabine. Et où est-ce que c'est écrit? C'est complet. Je l'ai vu quelque part. En fait, c'est complet. Donc, c'est pas la peine. Si vous avez un petit peu d'économie, c'est trop tard. Non, alors, on ne sait pas. Enfin, c'est assez révoltant. C'est d'autant plus révoltant qu'il suffirait de prendre, par exemple, donc il y a 2 personnes par cabine, ça fait 100 000 euros. Vous prenez 2 cabines, ça fait 200 000 euros. C'est largement assez pour envoyer la curieuse à Kerguelen. Bien, alors c'était mon petit coup de colère que j'ai voulu partager, mais je ne vais pas vous laisser avec. Merci. Mais je ne veux pas vous laisser sur cette impression extrêmement négative. Et donc, je voulais vous laisser plutôt avec ça. Et ça, c'est les dessins de l'école maternelle de Collioure. C'est une collègue du laboratoire qui a travaillé avec cette école dans un échange. Et donc, pour un petit peu à la fois la remercier et puis partager leur enthousiasme sur cette région, ils ont produit tout un tas de dessins. Et je pense que l'avenir, il est là. Hein. C'est que c'est eux qu'il faut convaincre que Kerguelen, c'est plutôt une terre de science qu'une terre de tourisme ou une terre d'exploitation. Et puis, même chose, hein, vous verrez peut-être si vous allez sur l'expédition, il y a aussi une œuvre d'une artiste qui a été faite avec de l'eau de mer de Kerguelen. Donc, c'est une aquarelle à l'eau de mer de Kerguelen. C'est un petit peu pour faire un clin d'œil aussi entre science et activité artistique. Et donc, je vais m'arrêter là. Alors, ce projet Margot, hein, qui soutient l'expédition, c'est beaucoup de monde. Donc, ça, c'est tous les collègues, en tout cas ceux qui ont fait des activités à bord, sur le terrain, mais il y a aussi des collègues de laboratoire. C'est pas mal d'argent, donc il y a beaucoup de soutien. Alors, je me plains qu'il est réduit, mais bon, on se bat pour en avoir et il faut beaucoup de soutien pour faire ça. Et puis, l'exposition aussi n'aurait pas existé sans un certain nombre de personnes à Banyuls qui soutiennent l'initiative que je trouve remarquable de ces expositions gratuites sur la durée chaque année à Banyuls. Voilà, merci. Merci beaucoup, Stéphane, pour cette superbe balade dans les terres australes. Et mon petit coup de blues, hein, associé au tien, pardon. Justement, cette année, on avait proposé à l'école de Banyuls de suivre cette exposition en direct. Et donc, pour qu'une classe soit intéressée à suivre cette exposition et qu'elle puisse échanger avec ceux qui y sont allés. Et puis, malheureusement, cette année, nous n'avons pas reçu l'oreille de l'école. C'est dommage. Donc, ce projet qu'on avait n'a pas eu lieu. Alors, bon, pas trop triste parce que je suis aussi sur Argelès actuellement. Et là, ils sont très intéressés. Alors, si vous ne pouvez pas y aller l'année prochaine, ça va être très embêtant. On va trouver d'autres missions qui illustreront, disons, les efforts que les scientifiques font pour aller faire des travaux dans ces terres lointaines. Voilà. Des questions, je suppose. Oh, voilà une. Je voulais savoir, est-ce qu'il y a une présence de la Marine nationale? Est-ce qu'il y a un rôle stratégique? Oui, absolument. Tout d'abord, la base est gérée par c'est les terres australes et antarctiques françaises. Et donc, il y a une partie de personnel qui est militaire sur la base. Et donc, il y a une présence stratégique. Le responsable de la base, c'est ce qu'on appelle le chef de district. Il est le représentant du préfet à Kerguelen. Et donc, il a tous les pouvoirs qui lui sont attribués. Il y a une présence stratégique qui vise en particulier à la protection d'une ressource dont je n'ai pas parlé. Hein, je vous ai parlé des baleines et autres. Actuellement, la principale ressource économique de Kerguelen, c'est la pêche. C'est la pêche à la légine. Alors, je ne sais pas si vous le connaissez parce que c'est un poisson qui n'est pas très commun chez nous. C'est un excellent poisson de fond dont la
totalité, je dirais, de la pêche en Asie. Et donc, c'est une pêche qui est maintenant très réglementée à Kerguelen avec des licences. Il y a, je pense, 8 bateaux français qui peuvent pêcher à Kerguelen à des périodes données. Et ça, c'est sous surveillance. Parce que il y a encore 20 ou 30 ans, c'était le pillage de la ressource. Il y avait... alors, l'URSS était très, très présente. Alors, plus ou moins en collaboration hein, mais, avec la France. Mais il y a eu beaucoup de braconnage. Et donc, maintenant, la Marine nationale a un rôle en quelque sorte, surveillance. Donc, il y a toujours un bateau de la Marine nationale, quasiment, qui traîne dans le coin. Oui, je voudrais souligner que la première femme scientifique qui est allée à Kerguelen était sœur Maria Arapos, dans les années 74, qu'elle ait passé une thèse ici, qui est restée pendant 2 ans, et qui était une élève d'Alain Guille. Merci beaucoup pour le... Est-ce qu'elle est devenue? Elle a été présidente de l'université de Sao Paulo, mais elle est décédée maintenant. D'accord. Merci beaucoup pour cette information. Comme ça permet de nuancer le propos de misogynie que j'avais sous-entendu. Il y a eu beaucoup d'échanges ensuite entre Sao Paulo et justement le laboratoire à l'époque d'Alain Guille. D'autres questions? Non, je ne sais pas. En fait, bon, tu dis que les expéditions les études qui sont faites là-bas sur Kerguelen n'ont qu'un intérêt de découverte ou de compréhension de ce qui se passe là-bas. Mais je suppose qu'un certain nombre des conclusions que vous tirez sur Kerguelen pourraient être représentatives de ce qui peut se passer par ailleurs dans d'autres endroits. Donc, voilà. Oui, bon, quand je dis c'est piloté par la curiosité, bon. En fait, quand on défend nos dossiers scientifiques pour obtenir l'argent pour aller faire ce genre d'expédition, en quelque sorte, ce qu'on vend, entre guillemets, c'est quand même le rôle de l'océan dans le contrôle du climat, hein, parce que l'océan austral est un puits de carbone, et donc son devenir est très important. Et une partie du puits de carbone de l'océan est contrôlée par la quantité de fer qui y arrive. Donc vous voyez que c'est un petit peu lié. Donc on se rattache à cette affaire de climat et on est vraiment intéressé là-dedans et on est aussi très actif. L'histoire du Podent, c'est aussi catastrophique de ce point de vue-là parce que c'est un non-sens du point de vue du climat, des émissions de CO2, sans parler du coût de la cabine, que vous avez peut-être entendu récemment, mais que c'est quand même 1% des plus riches de la planète qui contribuent à 16% des émissions de carbone. D'accord? Donc, quand on voit que c'est eux qui louent ce genre de cabine, on comprend effectivement pourquoi ils contribuent beaucoup. Mais pour en revenir à l'idée, oui, nous, ce qu'on veut, par exemple, avec Kerguelen, au-delà du climat, c'est aussi insister sur le fait que la fonte du glacier de Kerguelen, malheureusement, on n'y peut rien. Il faut qu'on réduise les émissions, il faut qu'on essaye de calmer l'augmentation de la température, mais c'est quasiment inéluctable, la boule est lancée, je dirais. Donc, ce qu'il faut surtout éviter, c'est de ne pas continuer à observer ce qui se passe. Donc, de ne pas avoir des programmes récurrents pour observer les changements. Le système va changer, le système va s'adapter, et c'est justement une très bonne source de connaissances sur les changements. Il ne faut pas mettre le système sous cloche non plus. Hein, je vous ai dit, c'est une réserve marine Kerguelen. C'est parfois difficile d'associer recherche scientifique et réserve marine, ou réserve tout court. Il faudrait bien parfois mettre le système sous cloche, c'est-à-dire plus personne ne fait rien. On pense que ce n'est pas forcément une solution non plus. Parce que si dans 50 ans, on voit des changements massifs et qu'on n'a pas fait d'observation, il ne faudra pas poser la question pourquoi il y a des changements. Donc voilà, c'est un petit peu pour les motivations, au-delà de la curiosité, il y a ces deux aspects-là. Il y a l'aspect climat
Et il y a l'aspect évolution d'un écosystème. C'est un beau cas d'étude d'évolution d'un écosystème sous une pression donnée, la disparition du glacier. Oui. Merci pour votre conférence. Quelle est la nature de la roche de cette île et leurs questions éventuelles, parce que ça devient dramatique quand on commence à faire de la recherche. Est-ce qu'il y a des recherches du sous-sol et est-ce qu'il y aurait quelque chose qui pourrait perturber complètement cette île avec une richesse du sous-sol? Alors, le Kerguelen, c'est essentiellement du basalte. C'est une île basaltique, voilà, c'est sorti d'un point chaud, hein, et donc c'est quasiment que du basalte. Donc en termes de ressources minérales, je pense qu'on est relativement tranquille, au moins de ce côté-là. Mais après, enfin, basalte, ça contient plein de minéraux, donc on n'est pas à l'abri de. Mais pour l'instant, je ne pense pas que ça soit le plus inquiétant du point de vue des ressources. Ouais. On m'a demandé qui donne l'autorisation de navigation pour des bateaux de tourisme comme ça dans des réserves. Alors que ça a l'air Ceux qui donnent l'autorisation, c'est ceux qui gèrent la réserve, c'est-à-dire les terres australes et antarctiques françaises. Ouais. Donc, c'est eux qui gèrent la réserve, c'est eux qui donnent l'autorisation. Si vous, avec votre voilier, vous voulez aller à Kerguelen, faire voilà, un voyage comme on peut faire en voilier, eh ben, vous demandez une autorisation au TAF d'abord, d'une part, et le ticket d'entrée par jour, c'est 3 000 €. Vous imaginez combien la compagnie du Ponant va payer au TAF pour que le bateau vienne à Kerguelen? Je peux dire que le chèque, il va y avoir plusieurs zéros derrière. Et là, peut-être vous comprenez pourquoi. Alors, d'un côté, on n'a pas l'argent pour armer le petit bateau de la Curieuse, qui sert aussi au TAF. Mais d'un autre côté, on peut prendre un gros chèque en faisant venir. Qui permettra d'armer la Curieuse? Moi, la Curieuse, les TAF, c'est l'administration de la réserve et c'est l'administration de l'île. La science ne dépend pas des TAF, ne dépend plus des TAF. La science dépend de l'Institut polaire français. Et donc, c'est un dialogue entre les deux, c'est un compromis. Et nous, on dépend pour la science de l'Institut polaire, c'est à eux qu'on s'adresse, c'est eux qui nous font notre logistique et ils le font extrêmement bien. C'est eux qui maintiennent les cabanes à Kerguelen, c'est eux qui arment la Curieuse pour nous la mettre à disposition. Mais d'un autre côté, il y a l'organisation de l'île, la gestion et les critères de la réserve qui se surimposent. Et nous, on demande des autorisations au TAF pour aller échantillonner dans la réserve. Pourquoi pas, hein? Voilà, pourquoi pas. Mais là aussi, on a un peu l'impression qu'il y a 2 poids 2 mesures, quoi, hein. Est-ce qu'au Kerguelen, il y a des risques d'incendie comme sur l'île d'Amsterdam? Oui, alors. Ouais. Est-ce que c'est arrivé? Ouais. Alors, pour Amsterdam, je peux juste vous raconter que l'année dernière, on était à Kerguelen, en train de finir notre projet scientifique, et que on a été, quelque sorte, on est parti en urgence de Kerguelen pour aller à Amsterdam évacuer la base, puisqu'il y avait l'incendie. Donc, à Kerguelen, les risques d'incendie tels que ça s'est développé à Amsterdam, c'est non, parce que c'est un incendie de broussailles. Et à Kerguelen, il n'y a pas de broussailles. C'est tellement humide. Par contre, le risque d'incendie, il existe sur la base. Vous avez vu la base. Voilà. Là, il y a toujours un risque d'incendie sur la base qui doit être maîtrisé. Donc, ou dans les cabanes, hein. Quand on va à Kerguelen, une des premières choses qu'on fait dans les 2-3 premiers jours où on arrive, c'est on a une formation incendie. On vous apprend à manipuler un extincteur, à éteindre un feu de palette et à donner l'alerte. Ouais. Je voudrais rajouter que quand même, il y a toujours eu des touristes qui étaient sur les bateaux, puisqu'au début du Marion Dufresne 2, il y avait, en fonction des places disponibles, 4 ou 5 touristes qui étaient à bord, et si mes souvenirs sont bons, qui payaient autour de 10 000 francs le mois. C'est vrai. J'ai même été avec. Vous avez raison. Donc, je disais, quand je disais pas de touristes, c'était pas de paquebot. Touristes. Alors, effectivement, l'État font pendant des années sur le Marion Dufresne
louer des cabines. C'était alors moi en francs, je sais pas, mais en euros, c'était 7 000 € la cabine pour faire le tour, donc ce qu'ils appellent une rotation, donc Crozet, Kerguelen, Amsterdam. Et ça comprenait voilà, quelques tours en hélicoptère et quelques descentes à terre. Donc il y a effectivement, ça s'est arrêté avec le Covid et ça n'a pas été repris après parce que les TAF, pour eux, c'est pas un business. C'est trop compliqué, les gens. Enfin, c'est pas le Charcot, hein, le Marion Dufresne. Quand vous êtes à deux dans une cabine, il y a un qui a le bon lit et l'autre qui a le mauvais lit. Donc, quand vous êtes touriste, il faut que vous vous arrangiez, hein, à moins d'avoir payé la cabine pour un couple. Mais autrement, si vous étiez avec quelqu'un que vous ne connaissiez pas, donc c'était source de, en plus météo, telle excursion annulée parce que l'hélicoptère ne peut pas voler. Donc c'est pour ça qu'ils sont arrêtés. Oui. Jean. Attends. Hop, hop, hop. Voilà, donc j'ai fait 2 hivernages, un à Kerguelen, l'autre à Crozet, dans l'ordre, assez récent. Et en fait, les touristes nous posaient des problèmes puisque c'était pendant la campagne de rotation, au moment où on débarque le matériel, l'affrétage, tout le besoin quoi, pour les mois qui suivent, en suivant les OP. Et ça nous posait beaucoup de problèmes d'organisation parce qu'il fallait, quand il faisait beau, hein, puisqu'ils n'étaient pas sûrs de descendre, évidemment, les accompagner, les ramener, il ne fallait pas qu'ils marchent à droite, à gauche, etc. Donc, quand je vois le Ponant, qui à l'époque, déjà, on en entendait parler, il y a une autorisation qui s'est faite entre-temps, puis ça avait commencé par l'Antarctique, et on ne voulait pas, même certains des terres australes ne voulaient pas que ce bateau y aille. Bon, apparemment, ça s'est fait. Je pense que c'est plus pour un problème d'argent qu'autre chose, hein, puisque les terres australes cherchent des sous. Voilà. Non, le seul, je ne veux pas jeter la pierre aux touristes, et on a eu à 2-3 occasions la possibilité d'être en même temps qu'eux, et je dois dire qu'à chaque fois, ils étaient extrêmement curieux. Alors, pour le côté scientifique, hein, de nos opérations qu'on faisait à bord et de participer, enfin d'assister à des conférences où on expliquait un peu notre travail. Donc, c'était des gens, je pense, qui étaient là avec une certaine passion et je pense que c'était un public extrêmement différent du public qui va se retrouver sur le Charcot à 50 000 balles la cabine. Pour revenir à l'histoire géologique là, de Kerguelen, il fut quand même un temps où il y avait des arbres qui poussaient sur Kerguelen. Je ne sais pas s'il en reste encore, mais il y avait des bois fossilisés qui traînaient vers justement la baie de l'Oiseau et le signal de l'heure. Oui, ça date du Miocène. Ils sont fossilisés, c'est clair. Non, il y a pas d'arbres à Kerguelen, il n'y a plus d'arbres à Kerguelen. Et le dernier qui était un faux, il a été coupé à la réserve parce que espèce introduite. Plus de questions? Alors, merci beaucoup. De rien, merci.